ordonnance, Roselyne? Eh bien, mon ordonnance, elle s'adresse à tous les délateurs, dénonciateurs, cafeteurs de tout poil qui sévissent maintenant dans la société. On connaît les dénonciations anonymes sur les réseaux sociaux, les corbeaux qui envoient des courriers signalant les turpitudes conjugales aux malheureux cocus, les notes merdiques envoyées sur les sites de réservation hôtelière par des concurrents malveillants. Aujourd'hui, on est passé des méthodes artisanales à l'ère industrielle avec la bénédiction de tous les beaux esprits redresseurs de tort. Après le succès indéniable de l'opération Balance ton port, le concept Balance ton gagne du terrain. On a promu Balance ta boîte, par exemple pour dénoncer les inégalités salariales. Aujourd'hui, la campagne Balance ton hosto est lancée par François, un agent hospitalier qui voulait en faire une opération humoristique dénonçant des absurdités. Il est dépassé par le succès de son entreprise, devenu une véritable soupape de sécurité qui laisse échapper les insatisfactions, les frustrations, les souffrances des soignants. La question est posée, balance ton hosto, une opération utile, susceptible d'améliorer la qualité de nos soins, ou au contraire dangereuse, en mélangeant règlement de compte et détails folkloriques? Je crois que ça va être le sujet de notre débat. Oh que oui, l'ordonnance qui pose le débat. Merci beaucoup Roselyne pour ce face-à-face. Nous a rejoint le docteur Jean-Paul Hamon. Bonjour. Bonjour, président de la Fédération des médecins de France, François-Michel Lambert. Vous êtes toujours avec nous. Je rappelle, député La République En Marche des Bouches-du-Rhône. Merci d'être sur ce plateau. À vous deux, vous en parliez de ce hashtag Balance ton hosto. Voyons ce que ça donne. Concrètement, effectivement, vous l'avez dit, il y a de tout. Y compris des choses les tweets, assez folkloriques qui peuvent paraître anecdotiques. J'en ai choisi 3. Tiens, par exemple, cet interne qui constate, on parle bien sûr donc du malaise dans les hôpitaux au sens large, qui constate quoi? Bien que la chambre de garde est murée, fenêtre murée. Voilà le genre de témoignage qu'on peut voir, hashtag balance ton hosto. Dans la même thématique. Quand tu fais les gardes, écrit cet interne de 12 heures, la direction de l'hôpital t'annonce que toutes les chaises vont être remplacées par des tabourets pour être sûr qu'on ne s'affale pas. Hashtag mal de dos. Voilà l'un de ces témoignages. Et puis il y a des récits qui, sur le fond, en disent sans doute beaucoup plus long sur la logique d'économie. Pour réduire les coûts le week-end, écrit encore un interne, la direction demande aux services de prêter leurs étudiants infirmiers à la médecine. On fait donc travailler des étudiants. Voilà pour les cris. Avec le son, ce malaise, ça donne ça, par exemple, à l'hôpital d'Arpajon. On est à bout d'énergie, il faut être honnête. On est trop peu, on devrait être beaucoup plus pour satisfaire justement les besoins et le bien-être de nos patients. Parce que là, en fait, on passe de moins en moins de temps auprès d'eux. Le système est en train de craquer parce qu'on demande trop à l'hôpital. L'hôpital, c'est l'endroit où la lumière ne s'éteint pas, où on accueille toutes les précarités, toutes les fragilités de la société. C'est un endroit auquel on demande beaucoup et qui a beaucoup changé. Pour parler concrètement, la baisse des tarifs qu'on applique tous les ans, elle nous coûte une douzaine de postes. Les actes techniques sont d'un bon rapport financier. Les actes humains et l'accompagnement socio-professionnel de ces patients n'est absolument pas quantifié. C'est ce qui explique l'épuisement des soignants. C'est notre rôle, quoi, être à l'écoute de la population, au service de la population, mais on n'a pas l'impression d'être écouté surtout par les instances. Soignants en détresse, est-ce que ça veut dire égal soins dégradés, Jean-Paul Hamon? Alors, je vais encore me faire allumer parce que je suis médecin libéral et je vais parler de l'hôpital, mais il m'arrive quand même de soigner pas mal de personnel hospitalier et je peux vous dire qu'effectivement, ça craque. Ça craque de partout et c'est pas que le personnel hospitalier, c'est tout le système de santé qui est complètement dégradé. On a un système de soins qui est complètement désorganisé. On demande à l'hôpital d'être rentable. Regardez ce qui s'est passé avec la grippe. Les hôpitaux sont contraints de fonctionner à flux tendu. Ils ne libèrent pas, alors que la grippe est annoncée depuis 4 semaines, ils ne libèrent pas suffisamment de lits parce qu'on leur demande d'être rentables. Et quand la grippe arrive, vous avez cet effet désastreux. Vous avez des gens qui sont avec des brancards à l'hôpital parce qu'ils ne peuvent pas caser les gens à l'hôpital dans les lits hospitaliers qui n'ont pas été libérés à temps, justement avec cette tarification à l'acte. On a un système désorganisé et des patients qui traduisent effectivement, et des soignants qui traduisent effectivement le malaise. Allez, François-Michel Lambert, en défense d'Agnès Buzyn. Tout d'abord, il y a une très belle phrase. L'hôpital, c'est l'endroit où la lumière ne s'éteint pas. Je crois que c'est peut-être même autour de tout ceci. Oui, il y a des soignants qui se demandent aussi si ce n'est pas en train de devenir une usine. Oui, non mais... Je vais y venir, mais je voudrais quand même que chacun et chacune reprenne cette belle phrase qui est la traduction de ce qu'apporte
l'hôpital et surtout les hommes, les femmes qui sont dans ces services publics pour tout un chacun, parce qu'un jour ou l'autre, nous avons eu besoin de s'y retrouver. Et effectivement, que ça ne devienne pas une usine, que ça devienne un lieu qui continue à accueillir, qui continue à permettre les soins. Et les soins, ce n'est pas que des soins physiques, c'est aussi des soins de solidarité, de proximité. Et donc moi, on a su faire les états généraux de l'alimentation pour reposer la question d'un élément fondamental, c'est l'alimentation et notre programme agricole. Venons à l'hôpital, là. Eh bien, permettez-moi, Roselyne, j'en finis. Non, mais je prends mon temps, je pose des choses, parce que autant tout à l'heure, on était dans des débats autour de carte d'identité, autant là, c'est vraiment pour tout le monde. Il nous faut des états généraux de la santé et de l'hôpital, surtout de l'hôpital, des états généraux de l'hôpital, pour reposer les bases et voir que la solution, nous, à Marseille, c'est 800 postes qui vont être supprimés parce que le diagnostic, il n'est pas posé, le diagnostic déjà. La question n'est pas le diagnostic. La question, pour faire des états généraux, ça aboutit à bien. La question est quelles sont les réponses que nous apportons collectivement. C'est ça, des états généraux. C'est quelles sont les questions que nous apportons collectivement. Elle-même des états généraux. Jean-Paul Hamon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut plus d'argent à l'hôpital ou est-ce qu'il faut de la réorganisation? Il faut de la réorganisation. Il faut faire en sorte que l'hôpital se concentre sur son véritable rôle, qui est l'hospitalisation. Il faut que les urgences hospitalières aient les moyens d'accueillir ce pourquoi elles sont faites, c'est-à-dire des véritables urgences. Que les 15 millions de passages qui n'ont strictement rien à faire à l'hôpital et qui coûtent 3 milliards à la collectivité, que ces 15 milliards de passages soient pris en place, soient pris en charge par les médecins libéraux, et que les médecins libéraux aient les moyens d'accueillir correctement les patients avec des infirmières, avec du personnel et avec des internes pour qu'ils découvrent l'exercice libéral lors de leurs études. C'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça qu'on attend de ce gouvernement, parce qu'on a un nouveau président qui prétend tout, qui prend tout réformer. Mais réformons le système de santé. On ne peut pas continuer à dépenser et à donner 10 milliards de dettes chaque année à nos gamins. C'est pas possible. J'avais proposé de supprimer la dette hospitalière, qui est de 23 milliards. On m'a dit, mais c'est complètement utopique, etc. Il faut supprimer la concurrence. 3 jours après, le président proposait de supprimer la dette SNCF de 49 milliards pour modifier les statuts de la SNCF. Je veux vous dire, on peut s'acheter des vélos avant que les statuts soient modifiés. Mais là, est-ce que c'est plus ridicule de supprimer 49 milliards ou de supprimer 23 milliards pour réorganiser le système de santé? Nom d'un chien, la France se désertifie, les hôpitaux n'en peuvent plus. Arrêtons de demander aux hôpitaux d'être rentables. Arrêtons, mais permettons-leur de travailler correctement. Même chose, simplement, c'est une question de méthode, parce que vous comprenez bien, comme l'alimentation, la santé, c'est fondamental pour chaque citoyen. Oui, et dès qu'on rentre dans un débat bilatéral comme nous le faisons, ça crée de la crispation. Les états généraux, des assises, mais ce moment où tout le monde se mobilise, apporte sa contribution, prend conscience de la situation, mais aussi de ce qu'il faut apporter comme service, les choses changeront. Permettez-moi, j'ai quand même une petite expertise, pas sur les hôpitaux, quoique, mais sur la logistique, puisque j'en ai la responsabilité nationale sur ce sujet. Et nous avons, et vous l'avez dit, besoin de réorganiser beaucoup les flux, que ce soit les flux de patients, alors je n'avais pas le chiffre, mais vous dites 15 millions qui n'ont pas à aller à l'hôpital. Voilà. Donc, mais il y a aussi sur la question des approvisionnements de médicaments, de tout ce qui fait tourner un hôpital, etc. Moi, j'ai fait une estimation remise il y a 2 ans déjà, de plus de 1 milliard d'économies si nous avions un système organisationnel dans nos hôpitaux français. Donc on voit bien qu'il nous faut ce moment, il nous faut ces 3 ou 6 mois pour bâtir un projet. Même, et on vient de l'entendre, le sentiment d'urgence, et c'est plus qu'un sentiment. Dans les hôpitaux, quand on entend ce personnel soignant, vous leur demandez encore d'attendre 6 mois, peut-être plus. À l'issue des états généraux, il faudra encore attendre des modifications. Ça peut leur paraître très long, tout ça. Et il n'y a pas de réponse aujourd'hui. donc c'est déjà... Il n'y a pas de réponse mais quelle serait la réponse aujourd'hui? Dites-moi, expliquez-moi. Quelle serait la réponse aujourd'hui? Elle serait descendante. Et donc, effectivement, il faut avancer avec les personnes. Est-ce que finalement, le fond du problème, c'est que le modèle de l'hôpital français tel qu'il a été conçu au XVIIIe ou au XIXe siècle, il n'est pas complètement obsolète, hein? Mais absolument. Mais il y a eu la réforme du professeur Debré qui date maintenant. De 1958, c'était important de réorganiser l'hôpital.
Mais maintenant, les besoins ont changé. Il faut que l'hôpital se concentre sur son rôle. Et quand on a demandé à l'hôpital d'être rentable, il y a eu des tas de consultations qui ont été multipliées, qui sont parfaitement inadaptées à l'hôpital. Moi, j'étais resté sur ce qu'avait dit Jean-Marc Ayrault avant qu'il se fasse virer à Grenoble. Il a dit « L'hôpital ne devra plus faire ce qui peut être fait en ville ». Ça, il faut le marteler, parce que ça coûte moins cher et ça mobilise moins de personnel. Et le personnel hospitalier qui est malheureux en ce moment parce qu'ils sont débordés, effectivement, on leur demande davantage de tâches, il pourra se concentrer sur son véritable rôle qui est l'hospitalisation. C'est ça qu'il faut faire. Il faut réorganiser le système de soins et il faut aussi avoir le courage d'éduquer le patient au bon usage de soins. On ne va plus aux urgences parce qu'il y a de la lumière nuit et jour. Il y a quelque chose politique que je suis, dont je me méfie, je pense que c'est pas tout à fait ce que vous voulez dire, mais je le reprends quand même. C'est il faut. Oui. Mais le « il faut » doit se traduire par une méthode. Et donc, je réinsiste, nous devons avoir un rendez-vous sous type d'états généraux. 3 à 6 mois. La situation, elle n'est pas d'hier matin. La situation, elle est plus ancienne. Le côté directif, c'est surtout sur ces sujets qui sont très particuliers, qui touchent chaque citoyen. Si on est trop dirigiste, on risque plus de braquer que d'emmener la société dans le nouvel hôpital du 21e siècle, avec la révolution, on n'en a pas parlé, de la révolution digitale, etc., etc. Quand je dis il faut, monsieur, il faut vraiment... écoutez, les étudiants, qu'est-ce qu'ils attendent? Les internes ne veulent plus s'installer. J'ai rencontré les jeunes la semaine dernière. Ils veulent connaître l'exercice libéral lors de leurs études. Ça commence à se faire timidement. Ils veulent qu'ils soient incités à aller dans les zones démographiquement faibles pour justement connaître l'exercice libéral. Et c'est une médecine de proximité qui est passionnante à exercer. Et les exemples sont nombreux. Belle-Île-en-Mer, qui n'avait que 3 médecins, qui n'avait plus que 3 médecins il y a 6 ans, en a maintenant 11. Quand on leur permet de découvrir une médecine libérale qui est correcte... Oui, mais c'est Belle-Île-en-Mer. Non, mais attendez. Là, en ce moment, allez-y, il y a une tempête tous les 3 jours. Hein. La Royère de Vassivière, dans la Creuse, où il y avait 4 médecins, eh bien, les internes, qui sont les collaborateurs libéraux, qui sont actuellement les 2 collaborateurs libéraux qui aident actuellement les 4 médecins autour de Royère de Vassivière, sont d'anciens internes qui sont venus faire leur stage à Royère de Vassivière. Et donc ça, il faut faire découvrir. Le désert médical n'est pas une fatalité. Et vous ne me parlez pas d'une politique globale. Mais vous avez parlé, je vous donne des exemples. Je vous dis que nous devons refonder la politique de santé, et notamment sur la place, le rôle de l'hôpital et de la médecine. Et ça... ça ne passe pas par juste un projet de loi dans un ministère avec quelques-uns. Ça passe par un rendez-vous. Des actes concrets. Ça passe par un rendez-vous avec toutes les parties prenantes. Vous ne pouvez pas écarter les uns et les autres. 6 mois, 1 an. Il y a aussi des forces de, comment dirais-je, qui tirent tout ça vers la, si j'ose dire, la réaction, vers le passé. Il y a par exemple des hôpitaux de proximité qui sont absolument pas adaptés à leurs fonctions, et vous avez immédiatement, dès qu'on veut fermer ou restructurer vers des services réellement utiles, les élus locaux qui défilent avec des banderoles. Je les ai connus. C'est ce que je suis en train de dire. Les élus locaux n'iront pas se faire opérer dans ces hôpitaux-là. Exactement. Voilà. C'est ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'on a une société qui est complètement crispée sur ces sujets. Donc dès que vous bougez un élément, vous avez des oppositions qui fait que, dans le meilleur des cas, ça avance, mais ça ne fonctionnera pas très bien. Et dans le pire des cas, le politique dit « ouf, je ne bouge pas pour pas créer des atermoiements ». Donc il nous faut ce rendez-vous. Ce rendez-vous, il sera porté... Pardon. Sans doute par Agnès Buzyn, s'ils ont lieu sur l'état généraux. Que ce soit Agnès Buzyn. Et on va ouvrir la boîte à archives, vous allez comprendre. Julien Arnaud. Oui, je voulais vous parler de l'actuel ministre de la Santé. Il est difficile de retrouver d'anciennes archives d'Agnès Buzyn. Pourtant, elle a un très très long parcours, 55 ans, médecin de formation et a enchaîné des postes de responsabilité. Présidente de l'Institut national du cancer, directrice de la Haute Autorité de Santé. Et puis aussi, elle a travaillé à l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Regardez, au moment de la catastrophe de Fukushima, Agnès Buzyn est en première ligne aussi et elle est sur le plateau du JT de 20h de TF1. Nous estimons que la dissipation de ce panache radioactif qui s'échappe de la centrale actuellement va se dissiper. Il fera le tour du monde. Nous allons détecter un excès de radioactivité un peu partout. Il ne s'arrête pas aux frontières, clairement pas. Voilà une des interventions de la ministre qui est plutôt discrète normalement, spécialisée en hématologie, en immunologie des tumeurs et transplantations. Elle a passé la majorité de sa carrière à l'hôpital Necker à Paris. J'ai retrouvé une de ses déclarations dans Libération il y a plusieurs années. Je n'ai jamais vécu autant de mépris et autant de haine, comme si une femme n'avait pas le droit d'être professeure
eux. Et l'hôpital, elle le connaît et elle se plaît aussi à le rappeler, notamment dans cette séance aux questions d'actualité au gouvernement, face à un député. Écoutez. Oui, il avait perdu une belle occasion de ça. Contrairement à vous, je n'ai pas besoin d'aller visiter les hôpitaux. J'y ai passé 25 ans de ma vie. Et comme vous dites, boum, c'est ça aussi le style Agnès Buzyn, amatrice de musique classique, Agnès Buzyn, mais aussi elle écoute, tenez-vous bien, du métal et du hard rock, de quoi peut-être l'aider face à ce chantier qu'est l'hôpital. Elle a passé 25 ans de sa vie dans les hôpitaux. Elle est donc parfaitement adaptée pour mener à bien cette réforme. Et c'est la mère, n'est-ce pas ? C'est la mère des petits-enfants de Simone Veil. Vous lui faites confiance ? Oui, mais vous savez, je termine les vœux de mon syndicat, de la FMF cette année en disant la lune de miel avec Agnès Buzyn. On a salué l'arrivée de la nouvelle ministre en 2017. En 2018, la lune de miel avec Agnès Buzyn est terminée et ça va vous plaire, Madame la ministre Bachelot. C'est-à-dire que en 2018, nous demanderons à Madame Agnès Buzyn des preuves d'amour. Des preuves d'amour de la majorité aussi, par extension. Au-delà du bon mot, là, maintenant, Agnès Buzyn, c'est pas seulement de la bienveillance. Elle a fait c'est son premier loi de financement de la sécurité sociale. Quel jugement vous portez sur ce que dit cette loi de financement de la sécurité sociale ? On a fait des propositions d'amendements qui ont tous été rejetées dans le PLFSS par les députés de tous bords qu'on avait sollicités. Je vous interromps puisqu'on va à Fresnes en direct, puisque c'est l'une des images du jour. Alexandra Guillet, la sortie de Jawad Ben Daoud. Effectivement, comme vous pouvez le voir sur les images, Jawad Ben Daoud vient à l'instant de quitter la maison d'arrêt de Fresnes sous une très haute escorte. Vous entendez également les sifflets des surveillants pénitentiaires. Et sur les images que vous pouvez voir, les surveillants, au moment où le fourgon est sorti de la maison d'arrêt, se sont mis comme une haie d'honneur, sauf qu'ils ont absolument tous tourner le dos au fourgon en guise de protestation. Mais voilà, ils n'ont absolument pas empêché l'extraction de ce détenu qui est attendu donc au palais de justice dès 13h. On voit le fourgon escorté donc, dans lequel se trouve Jawad Ben Daoud qui prend maintenant la direction de la 16e chambre correctionnelle. Début du procès et on le suivra sur LCI à 13h30. Donc on vous a coupé, Jean-Paul Hamon, sur le jugement que vous portiez sur la loi de financement de la sécurité sociale. On a fait des propositions extrêmement concrètes justement sur les déserts médicaux en disant qu'il fallait doubler le salaire de l'interne. J'en ai déjà parlé dans les zones des brefs. On a dit qu'il fallait 15 000 mètres de stage pour faire découvrir aux internes, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, 15 000 mètres de stage. Et on a dit qu'il fallait valoriser cette maîtrise de stage. On a besoin de 15 000. Et donc, je proposais de transférer l'argent du MIGAC enseignement hospitalier vers le MIGAC enseignement. Ça faisait quelque chose... C'est très technique. À la contractualisation. Voilà. Ça faisait quelque chose comme environ 100 millions de transferts. Ça ne coûtait pas plus cher, de façon à valoriser et à pouvoir recruter les 15 000 mètres de stage dont on a besoin urgemment pour faire connaître l'exercice libéral. Zéro. Et maintenant, on est convoqué à l'Assemblée nationale pour donner notre avis sur les déserts médicaux. Je leur ai simplement dit, écoutez, moi j'en ai marre d'aller à l'Assemblée, lisez notre site, on a fait des propositions. Excusez-moi, j'ai juste une question. Je ne connais pas, moi, le milieu. Si on continue comme ça, est-ce que, c'était ma question initiale, la qualité des soins en France va se dégrader? Je vous pose la question simplement. Est-ce qu'elle se dégrade déjà et est-ce qu'elle va continuer à se dégrader si on ne fait rien? Et elle ne tient que grâce au dévouement exceptionnel du personnel hospitalier et à la conscience professionnelle des médecins libéraux. Là, pour le moment, mais ça va craquer combien de temps? Regardez le taux de suicide des médecins. C'est absolument invraisemblable. Dans quelques jours, il va y avoir... On est plus élevé avec les policiers. Pourquoi parce qu'on ne donne pas de perspective? Dans quelques jours, excusez-moi, juste un tout petit mot. Dans quelques jours, il va y avoir l'anniversaire malheureux de l'assassinat de ce médecin Nogent Le Rotrou qui s'est fait poignarder par son patient. 35 coups de couteau l'an dernier. Et la ministre ne s'est pas déplacée. Personne du ministère ne s'est déplacé. Et je gage que pour cet anniversaire-là, cet hommage qui va lui être rendu, personne du ministère ne se déplacera. Donc, si vous voulez, il y a un moment, alors que les policiers, eux, s'ils se sont tués dans leur service, je peux vous dire que le ministre se déplace. Donc il y a véritablement, un mépris des soignants dans ce pays qui est insupportable. Ce qui m'intéresse dans votre posture, qui me gêne, mais je vais la reprendre, c'est que justement, nous sommes tous en crispation forte sur ce sujet.
On le sent bien, la façon dont vous présentez le sujet. C'est un drame. Je me permets de dire que vous essayez d'exploiter le fait que le ministère ne se mobilise pas sur cette commémoration de ce drame. Non, mais permettez-moi et je sens, nous ne pouvons pas faire autrement que de passer par un rendez-vous. Moi, j'ai présidé un atelier des États généraux de l'alimentation. J'ai présidé un atelier. Et donc, j'ai bien vu 60 personnes, de la FNSEA à Greenpeace, etc., la grande distribution et le petit artisan. La première réunion, c'est les couteaux sont sortis. La suivante, on commence à discuter. La troisième, les propositions émergent. Et à la fin, on arrive à un projet partagé. Non, mais Lactalis n'est pas dans... Mais ne dites pas. Vous voyez, vous recréez des tensions. Lactalis, c'était antérieur aux États généraux de l'alimentation. La loi n'est pas encore passée, mais la loi, elle est issue d'une concertation qui a réussi. C'est la même chose que nous devons faire. J'entends depuis le début votre appel au dialogue, et pour l'instant, je n'ai rien vu dans l'agenda. Il n'est pas fixé, ce dialogue, il n'est pas au rendez-vous. Moi, je suis soutien du gouvernement, mais je rappelle que je suis aussi contrôle du gouvernement. Et Madame Bachelot, qui a eu les deux fonctions, c'est bien ce que ça veut dire. Donc aujourd'hui, je dis au gouvernement, la méthode est importante dans ce dossier. Nous devons travailler à une concertation à travers un rendez-vous. Bon, vous attendez quand même, Jean-Paul Hamon, vous attendez... J'attends un investissement massif, j'attends un investissement massif et rapide. Il y a vraiment urgence. La France se désertifie. Parlez aux Français. J'en ai conscience. J'ai une circonscription. Je sais les choses. Demandez-leur s'ils trouvent un médecin traitant. Moi, dans ma commune, quand même, Clamart, qui est quand même pas le 93, Meudon a perdu 9 de ses médecins généralistes, pas remplacés. Vanves, qui est juste à côté, 4 médecins généralistes, pas remplacés. Clamart en perd 2. Actuellement, si vous voulez, 95. Il faut dire ce constat, nous l'avons, mais quelle est notre méthode, quel est le chemin? Quel est notre chemin? Remplacer. Notre chemin, on l'a écrit. Non, c'est votre chemin. Votre chemin est bon, mais n'est pas le meilleur. Le meilleur chemin, c'est le collectif, et nous devons avoir un rendez-vous collectif. Et le dialogue, on l'a eu ce matin dans La République à LCI, même si parfois c'est conflictuel, mais ça fait avancer les choses, n'est-ce pas, Roselyne? On se retrouve demain à 9h. Demain, Adrien. Bah oui, je serai là. Moi aussi, avec grand plaisir. Bon, bah ça va. Et on vous regardera. Mais j'y compte bien. Dans un instant, le journal, l'info continue sur LCI.